Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette émission Entretien ce soir. Nous allons revenir sur des grandes questions d'actualité, l'affaire Bosco Ntaganda, les événements de la ville de Lubumbashi, mais également la fin ou la suite de la situation des négociations ou de pourparlers de Kampala avec l'annonce par les Nations Unies du déploiement, j'allais dire, de la brigade internationale d'intervention qui va venir seconder la MONUSCO dans la traque des rebelles et autres groupes armés qui écument la partie est de notre pays. Et pour essayer un peu de discuter autour de toutes ces questions, nous avons sur ce plateau celui peut-être que je ne veux plus vous présenter, mais je veux le faire pour besoin de ceux qui peut-être ne les connaissent pas encore, mais c'est le professeur Boniface Kabissa que vous connaissez. Il est là pour faire chaque fois des analyses, mais également inspecteur général adjoint de la police judiciaire de parquet. Bonsoir professeur. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous tous qui suivez. Professeur, nous allons commencer par le pourparlers de Kampala. Aujourd'hui, ça piétine. Il y a la presse qui parle d'une triste fin de ces pourparlers avec les positions des uns et des autres. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'annonce ou la prise de la résolution, le vote de la résolution 2098 qui décide le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies en République démocratique du Congo, les négociations de Kampala n'ont plus de sens? Je vous remercie pour l'invitation. Je tiens un point essentiel à dire que je suis là en tant qu'analyste politique, oui, professeur de criminologie, donc comme scientifique. Oui. Je ne suis pas là comme en ma qualité d'inspecteur général de la police judiciaire des parquets, adjoint chargé de questions de la corruption et détournement des deniers publics. Voilà. Et donc, ce que je vais dire, ce sera purement scientifique et analytique. Voilà. Et ensuite, je suis là comme citoyen. Oui. Citoyen congolais qui doit aussi donner son point de vue sur une question importante de la gestion de la vie nationale. Ceci étant, je pense que les pourparlers de Kampala, si sincèrement nous avions des gens qui aiment notre pays, des gens qui aiment notre pays, je pense que qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, ce serait pour la première fois l'occasion d'applaudir le président de la République. Vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude de flatter pour venir vous raconter des histoires ici. Dans notre pays, nous avons une très mauvaise habitude. Lorsque ça va mal, ça fait du bien à certaines personnes. Lorsque ça va bien, ça fait du mal à certaines personnes. Ça, ce n'est pas aimer son pays. Aimer son pays, c'est chercher du bien pour lui. Peu importe ceux qui font ces biens-là, qu'ils soient ou pas les gens que vous appréciez. Lorsque le président de la République a accepté d'aller à Kampala, j'étais parmi les opposants à cette démarche. Pourquoi? Parce que j'estimais que le président, d'ailleurs sur votre plateau ici, je l'avais dit, comment une personne qui a été élue par des gens comme moi va s'asseoir autour d'une même table avec des criminels recherchés dans la communauté internationale. Du point de vue scientifique, j'étais contre. J'étais contre et je l'avais dit. Mais ma différence avec les autres, c'est quand je me trompe, je reviens sur le même plateau pour dire je me suis trompé, il avait raison. Et donc, le président de la République, dans l'allure où venaient des choses, et qui a des informations que nous n'avons pas, a accepté de prendre cette brèche. D'ailleurs, il avait annoncé
dans son discours de l'État à la nation pour dire qu'il prenait 2 actes politiques, militaires et diplomatiques. Mais on venait d'échouer, il faut dire les choses à leur nom. On venait d'échouer militairement. On nous a pris Goma. Et ces gens ont monté sur leurs 4 chevaux. Ils nous menaçaient à tout moment. Si vous regardez à gauche, on vous fait ça. Si vous regardez à droite, on était traumatisés. Et alors là, je pense qu'on a tué le poussin dans l'œuf. Et grâce à ces pourparlers de Kampala, on a baissé la tension qui était à l'Est. De 2, on a démontré la vérité à la communauté internationale qui a souvent été contre nous, ou du moins qui a souvent pris part des autres. Je ne dis pas nous n'avons pas de problème, mais on fait l'amalgame entre nos problèmes internes et le problème de la sécurité internationale. Alors, ce qui fait que c'est pour parler avait raison d'être. Mais comme vous savez, dans le monde et en politique en particulier, c'est pas moi, c'est Machiavel. Si vous ne faites pas la chose qu'il faut faire au moment qu'il faut la faire en politique, vous risquez de vous retrouver en dehors de l'intérêt de la chose. N'est-ce pas? Là, aujourd'hui, je ne vois pas, et j'ai suivi le ministre Mende et le ministre Chibanda faire une analyse que j'épouse totalement, de dire que la démarche doit changer, parce que nous on leur disait ne tuez pas nos compatriotes. Mais maintenant que nous avons la possibilité de nous défendre par personne interposée, le temps pour nous de former une armée dissuasive, moi je pense que ces gens-là doivent déposer leurs armes et se rendre. Alors, professeur, vous savez peut-être comment... Je termine oui. Pour dire, quelle que soit notre position interne, nous ne devons pas oublier qu'il s'agit de notre mère patrie. Moi, je suis ahuri lorsque je vois, vous, les journalistes, écrire M23 a marqué le but. Le but là, c'est-à-dire il a tué. Et après vous dites, au Congo, il n'y a pas de droits de l'homme. Mais celui qui a écrit ça, il vient de violer les droits de l'homme. La communauté internationale appelle quelqu'un par son nom, force négative. Vous prenez les titres, et il n'y a qu'au Congo, quand vous voyez même sur Internet, vous ne verrez nulle part. Mais le gouvernement a aussi accepté de négocier avec, d'aller s'asseoir autour d'une même table. Vous l'avez dit tantôt avec je vous ai dit pourquoi. Il ne faut pas incriminer peut-être la presse, c'est parce que peut-être nous tous, on avait confiance à ces négociations, comme le gouvernement par ailleurs. Mais moi aussi, je ne dis pas le contraire. Je dis tout simplement que vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui se bat avec votre frère pour sauver votre mère et vous dites, ah tiens, il a donné un bon coup à mon frère. Alors, professeur Rosk, aujourd'hui on peut considérer que le déploiement de cette brigade, qui d'ailleurs est contestée par, cette résolution est contestée par les M23, qui dit que ce ne sera pas ça la solution pour la pacification de l'Est du pays. Vous pensez, comme le ministre Mende Chibanda, qui le disait la fois passée, que cette brigade ou le déploiement de cette brigade permettra à coup sûr de pacifier totalement l'Est du pays? Mais ce n'est pas la brigade qui va pacifier l'Est du pays. C'est les Congolais. Nous avons l'habitude de demander aux autres de faire ce que nous devons faire nous-mêmes. Cette brigade vient à notre rescousse. La mission régalienne de l'État est de protéger les personnes et de leurs biens. Nous avons des problèmes pour protéger les personnes qui sont là et leurs biens. Quelqu'un, un ami qu'on appelle la communauté internationale, vient, il dit, écoutez, le temps pour vous de vous préparer, je vais mettre ces gens hors état de nuire.
pendant ce temps, je ne crois pas et je ne pense pas que les autorités du Congo vont dormir sur leur dos oreiller pour ne pas former une police et une armée adéquate pour essayer de maintenir, de faire ce travail une fois les autres parties. Alors, dans la même région de l'Est du pays, nous avons connu à la fin du mois passé le Bosco Ntaganda qui était jusque-là caché ou en retranchement dans une des forêts de l'Est du pays, qui sait personnellement, selon ce que les médias qui sont basés dans la partie Est disent, qui est allé se rendre lui-même à l'ambassade des États-Unis au point d'être aujourd'hui transféré devant la Cour pénale internationale. En tant que criminologue, comment vous avez analysé ce comportement de Bosco Ntaganda? Je vous ai dit que je venais là vraiment comme criminologue, comme scientifique. Je me suis mis à analyser le comportement d'un délinquant. Oui. Moi, et ça c'est mon analyse scientifique, moi je crois que Bosco Ntaganda s'est retrouvé en face de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, il sait qu'il a un mandat d'arrêt international contre lui. Et donc il était parmi les gens qui ne voulaient pas la paix. Parce qu'il savait de l'autre côté, c'est le mandat. Deuxièmement, Bosco Ntaganda connaît beaucoup de choses des Rwandais. Beaucoup. De toute façon, il ne connaît que des choses rwandaises. Congolaise aussi, parce qu'il a été général de l'armée congolaise. Oui, je m'assume, moi. Ouais. Il connaît que les choses rwandaises. S'il était au Congo, comme général de l'armée, il était général de l'armée, c'est vrai, mais je risque de dire factice. Je pense, criminologue, vous m'avez demandé, je pense qu'on lui a fait un guet-apens. Je pense. Parce que il y a des indices que je n'arrive pas à expliquer, je n'ai pas des informations. En même temps, le Rwanda doit occuper les sièges permanents des Nations Unies. La présidence. Et qu'on lui demande d'être propre. En même temps, Bosco Ntaganda, qui, s'il voulait aller à La Haye, pouvait sortir vers Goma et aller, il y a des consulats à Goma, au cas où les gens ne connaissent pas. Dans l'un des consulats, d'ailleurs, pour parler du Coq-à-l'âne, vous avez les Katakata à Lubumbashi qui sont venus. Eh bien, quand ils étaient acculés, ils sont allés où? Pas au Rwanda, ils sont allés à la MONUSCO. Et donc, ils pouvaient aller à la MONUSCO pour dire « amenez-moi ». Moi, je pense qu'il y a eu un guet-apens. Lorsque les autres ont dit « écoutez, on va occuper les chaises des Nations Unies » et que ces gaillards-là, si quelqu'un d'autre que nous l'arrête, il risque de dire « alors, on l'appelle et on le fait taire ». Parce que pourquoi? La première personne qui a dit que Bosco Ntaganda a traversé la frontière, c'était nos services, même si je les critique de temps en temps, mais ce sont nos services qui étaient au courant qu'il a traversé. Et le ministre de l'information a rendu public la traversée de Bosco Ntaganda. Vous avez entendu les injures qui sont venus du Rwanda, mais pourquoi? Alors que c'était la vérité. N'est-ce pas? Cette réaction-là, je crois, c'était la réaction qui a fait sauver Bosco Ntaganda. Parce qu'on allait l'appeler en catimini, on le fait taire pour toujours. Alors, comme il ne pouvait rien faire, et sachant que cet homme, tôt ou tard, risque de se révéler rwandais, eh bien, et qu'on allait poursuivre les autorités d'aujourd'hui d'avoir violé leur propre constitution, de livrer un Rwandais. Compte tenu de tout ça, on a préféré aller le déposer à l'ambassade des États-Unis. Ça, c'est mon analyse. Oui, mais qui aujourd'hui, devant la situation telle que vous êtes en train de la présenter, qui tire profit de cette situation? Est-ce que c'est le Congo ou le Rwanda au niveau actuel?
Mais nous, on tire profit. Nous avons un délinquant de bois. Nous avons l'une des raisons pour laquelle Jean-Baptiste Betham avait créé la prison, c'est quoi? C'est faire absenter le délinquant dans le milieu ambiant, n'est-ce pas? Dès que le délinquant est absent, les infractions qu'il commettait ne vont plus se commettre. Donc nous avons gagné du point de vue de la délinquance. Bon, du point de vue de la victimisation, pardon, mais du point de vue également du succès que nous avons sur le plan international. Hein, et je reviens sur l'histoire de Kampala. Vous ne dites pas le lien qu'il y a entre le pourparler de Kampala et la reddition de Bosco Ntaganda. Les gens ne voient pas que la communauté internationale attendait le Congo ailleurs. Et puisque le Congo a fait les choses qu'il a faites, que Bosco Ntaganda a manqué maintenant de soutien qui l'ont poussé complètement à faire des redditions. Moi, je crois que tout ça est mis ensemble, on a gagné. Quand on a gagné, hein, il ne faut pas avoir la honte de dire qu'on a gagné. Parce qu'il nous arrive de crier toujours qu'on a perdu, on a perdu, on a perdu. Au moins une fois, on a gagné quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je dis non. Il faut. Mais professeur, continuer. comment vous pensez que nous avons gagné au moment où vous avez même dit quelque part que c'est le Rwanda qui aurait facilité ou tendu ce piège à Bosco Ntaganda pour se laver? Est-ce que vous pensez que le Rwanda l'a fait sans avoir fait un petit calcul derrière la tête? Mais je vous ai dit le calcul du Rwanda. Oui. Je vous ai dit que le Rwanda aussi a gagné, si je comprends bien. Le Rwanda, il n'a pas gagné puisque Bosco n'est pas mort. il n'a pas gagné puisque Bosco n'est pas mort et il va aller, vous pensez, vous êtes dans la logique de ceux qui pensent que Bosco Ntaganda pourrait faire un certain déballage devant la CPI. Il ne va pas trahir le Rwanda. Alors, j'anticipe, je vous parle comme scientifique, oui. Il va nous en vouloir. Il va chercher à nous enfoncer. Alors, professeur, parlons de Ntaganda lui-même. Vous êtes d'abord quelqu'un qui maîtrise bien les rouages des services de sécurité. Ntaganda arrive devant la Cour pénale internationale, première audience de présentation du délinquant ou du présumé auteur de tout ce qu'on met à sa charge. D'abord, on présente l'individu pas des niveaux d'études suffisants. Alors, il accepte ou il demande de comparaître en Kinyarwanda, une langue plus ou moins étrangère au Congo, même s'il y a des Congolais d'origine ou d'expression Kinyarwanda. Ici, il faut le dire. Mais aujourd'hui, comment on peut avoir eu à un moment donné accepté que quelqu'un qui n'avait pas ce niveau-là puisse accéder à la plus haute distinction dans notre armée comme elle est au niveau du général? Est-ce qu'il y avait une pression sur ceux qui l'avaient nommé? Je ne sais pas, je n'étais pas là quand on l'a nommé, mais je reviens encore sur le plan scientifique. Oui. Vous savez que scientifiquement, notre pays a toujours été occupé par les armées étrangères, dirigé par les armées étrangères. Parce que souvent, nous coupons notre histoire en milieu. La première armée du Congo était faite des gens qui venaient d'Abyssinie, des gens qui venaient des côtes ouest, hein, qu'on appelait les Kosman, les gens qui venaient du Sénégal. C'était le premier embryon de notre armée. Il n'y avait aucun Congolais. Je vous dis bien, aucun. Les Congolais ont été recrutés après et on a préféré prendre d'abord les gens de l'Équateur. C'est comme ça qu'on parle le lingala dans l'armée. On a préféré prendre les gens de l'Équateur et puis après, on est parti au fur et à mesure. Mais avant ça, le Congo était dirigé uniquement par des Tanzaniens, des Sénégalais et les armées qui venaient, et même pour des Chinois. La sécurité. Et même des Chinois. Oui. Ça, il faut dire aux enfants. Lorsque on a pris notre indépendance, eh bien, la MONUC est venue. La MONUC, comment on appelait ça à l'époque? La MONUC. L'ONU. L'ONU, je ne sais pas moi. Elle est venue ici.
Et puis, l'intimité nationale était pénétrée par les Haïtiens, par les Égyptiens, par les... Vous savez, nous sommes là, on tiendra compte une mission spéciale pour expliquer en réalité qui nous sommes. Parce que le grand problème, c'est celui-là. Nous ne sommes pas nés comme les autres États, Angola, Brazza et tout ça. Nous sommes nés comme une colonie mondiale. Hein? Lorsque Léopold II est allé prendre la carte du Congo, il a demandé à Bismarck, à tous ces gens, que cet espace sera géré par tout le monde viendra prendre, tout le monde partira sans payer les taxes. Ce péché originel nous fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Et donc, la bravoure, lorsque un militaire est brave, je ne justifie pas l'histoire de Bosco Ntaganda. Lorsque un militaire est brave et qu'il fait monter les grades, je ne vois pas pourquoi on va tenir compte des autres paramètres qui n'ont rien à voir de ce secteur-là. D'ailleurs, aux États-Unis, de temps en temps, on le fait. Mais qu'ils parlent rwandais, je répète encore à l'intention des jeunes gens, de faire très attention. Lorsque, en 1789, je crois, 85-89, on a coupé cet espace que vous appelez aujourd'hui Congo, il y avait des Rwandais au Congo, originaires du Congo, autochtones du Congo. Ça, il faut que les gens sachent. On a 3 types de Rwandais ici, d'expression rwandaise. Des gens d'expression rwandaise. Voilà. 3 types de nos concitoyens d'expression rwandaise. Tout le monde ne vient pas du Rwanda. Parmi les transplantés, vous voulez dire. Voilà. Il y a d'abord ces originaires-là, oui, de Rutshuru, consorts là. Ils sont là depuis la création du monde. Donc ils sont plus congolais d'ailleurs que certains d'entre nous qui sont venus du Cameroun. N'est-ce pas? 2. Ceux que les Belges sont allés prendre au Rwanda et venir implanter ici. Ça, c'est le deuxième groupe. Et c'est ce groupe-là qui a fait problème. Et les réfugiés. Enfin, les réfugiés qui fuient les guerres fratricides parce qu'ils se font des guerres les uns des autres. Alors, professeur, nous allons rapidement finir bientôt. On ne peut pas quand même finir cette émission sans parler de ce qui s'est passé à Lubumbashi, vous l'avez effleuré. Prof, un groupe d'individus, ils partent de Manono, ils descendent jusqu'à Lubumbashi et ils font éruption. La ville est quelque peu prise en otage pendant quelques heures. C'est un peu comme les Niélés qui partent des Zongo jusqu'à Mbandaka. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ce sont les services qui ont failli ou alors la faiblesse carrément de l'État comme on l'a toujours dit? Tout État est faible. Tout État. Vous m'avez dit de parler de la science, hein? Je vous parle de la science. Allez-y. Tout État est faible parce que l'État, il trouve ses forces dans les individus. Quand les individus d'un État sont faibles, son État est faible. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas la faiblesse de l'État. Il y a plusieurs facteurs. Parmi lesquels, le fait que nous tous, nous soyons branchés sur l'Est. L'Est, je veux dire, Nord Kivu, Ituri, juste un peu Nord Katanga. Nous sommes branchés là-bas, les gens peuvent nous attaquer par derrière. Et là, les services de renseignement doivent tirer la leçon de cette histoire-là. Parce que ce n'est pas le fait qu'on nous attaque à droite que nécessairement les gens vont nous pénétrer à droite. Non, non, ils peuvent nous pénétrer à gauche. D'ailleurs, les voleurs à la tire, ils le font. Ils tapent ici, vous regardez, ils vous volent de l'autre côté. Et donc, nous avons déploré, les services n'ont pas fonctionné, il faut le dire, avec tous les regrets qu'il faut. Les services n'ont pas fonctionné, sinon ces gens n'arriveraient pas au niveau de la ville. Moi, je connais Lubumbashi, c'est pratiquement chez moi. Cette route-là, on ne peut pas passer inaperçu. Ils sont passés, ils sont arrivés au centre. Mais comme l'enquête est en cours, moi, je ne peux pas donner les éléments ici que j'ai fournis d'ailleurs à l'un des enquêteurs pour vérifier
Si ces éléments-là sont établis, alors on peut établir des responsabilités. Mais moi, je pense que ça ne peut pas être l'objet de la fierté. Mais alors, prof, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que pourquoi à Lubumbashi, on arrête tous ces gens-là? Aujourd'hui, la bande se trouve en détention préventive à Makala. Si c'est les Moudoudia Congo, on les arrête, on prend le bâton. Mais quand c'est à l'Est, on doit aller à Kampala, on doit organiser la conférence sur le Nord Kivu. Est-ce qu'il y a une sorte de politique de 2 poids 2 mesures? Ah oui, mais ça c'est la question qu'il faut poser à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est la question que beaucoup de gens posent, mais lui, il peut expliquer. Il doit expliquer. Moi, je n'ai pas de réponse à ce type de questions. Et c'est vrai que c'est une question qui est valable pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que, Charlie, notre unité nationale, ce n'est pas Dieu qui l'a créée. C'est nous, les êtres humains, en commençant par Simon Kimbangu, Lumumba, Kasavubu et tous ces gens. Nous devons le préserver. Et la façon de le préserver, ce n'est pas de crier l'unité nationale, l'unité nationale. Il y a des choses. Nous avons 11 provinces. Nous avons 4 langues nationales. N'est-ce pas? Oui. Nous avons 2 sphères. Est, ouest. Chaque fois, il faut que les autorités tiennent compte de ça. Lorsqu'on ne tient pas compte de ça, on travaille contre les Congo. Il faut tenir compte que dans les groupes linguistiques, vous ne devez pas avoir un endroit de l'État où il n'y a qu'un seul groupe linguistique. Vous ne pouvez pas. Sinon, vous déstabilisez l'État. Nous avons 4 groupes linguistiques et les 4 groupes linguistiques doivent être là. Vous ne pouvez pas dire non, non, ce groupe-là est dangereux. Non, il n'y a aucun groupe dangereux. La deuxième chose, nous avons 11 provinces dans notre pays. Il faut que les 11 provinces se sentent représentées à chaque chose de l'État. Il faut qu'on le voie. Il faut qu'on le voie. Il n'est pas normal. Donc chaque Congolais, du nord ou du sud ou du centre, se sent à l'aise partout où il se trouve sur le territoire. Parce que le Congo, quelque part, je venais de dire, dans sa naissance, il n'est pas né comme État indépendant, il est né comme espace. Et donc, en tant qu'espace, les groupes sont attachés à leur groupe. J'allais dire, chaque membre est attaché à son groupe. Et donc, quand il ne voit pas un membre de son groupe, il se sent frustré. Surtout pour vous autres qui vivez à la période de la cueillette, vous avez des problèmes. Parce que lorsqu'on a transcendé ces choses-là, on arrive à un certain niveau, on est émancipé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la cohésion nationale, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, prof, on est vraiment à la fin de l'émission. On nous accorde peut-être une minute pour qu'on puisse terminer. La criminalité, professeur. La criminalité est en train de monter. Il n'y a même pas longtemps, on a montré des personnes qui étaient en train de préparer un coup de force contre les institutions, l'affaire de Lubumbashi, les tueries qu'on a par-ci par-là, on viole les femmes à l'Est. Globalement, qu'est-ce qui explique toute l'inclination, j'allais dire, des gens à commettre ce type d'infractions alors qu'ils savent que c'est la peine qu'ils encourent? Les détournements des deniers publics, oui, la corruption sont les 2 responsables de la criminalité. J'ai écrit un article où j'ai dit que ces 2 infractions-là doivent être transformées en crimes contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tous, je dis bien tous, corrompus. Parce que les gens détournent les deniers publics. Au nom de la révolte, les autres, ils croient qu'ils se révoltent contre ceux qui, en cravate comme toi et moi, prennent des choses plus graves que le téléphone qu'ils prennent dans la rue.
et que nous restons impunis. C'est ça le problème. Je vais vous parler de la pénitence. Malheureusement, on n'a pas le temps. Dès que vous ne punissez pas, l'homme c'est un animal. Et lorsque vous punissez injustement, l'homme c'est un animal. La punition n'aura pas de valeur. La punition n'a de valeur que lorsqu'on punit d'une façon objective et lorsqu'on punit d'une façon régulière. On ne peut pas, pour avoir volé les arachides, on punit Charlie, on ne punit pas Kabissa. Non. Alors, si vous voyez la délinquance partout, c'est parce que ceux qui sont demandés à la combattre, c'est-à-dire nous qui gouvernons, nous sommes pour la plupart leurs collègues, mais autrement. Alors, il faut qu'on change. Il faut qu'on arrête la complaisance. Il faut que la justice Travail normal. fonctionne. Pas une justice. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'allais dire un gros mot. Mais il faut que la justice marche. Merci, professeur. Je comprends qu'il ne faut pas que ça marche à deux niveaux, comme on a toujours dit. On a toujours l'habitude de le constater. Je complète les professeurs. Vous avez compris, le professeur Kabissa avec le même franc-parler. Nous allons le retrouver lors d'un autre numéro. Pour l'instant, merci, professeur, pour toutes ces analyses et merci à vous qui l'avez suivi. Et le prochain numéro, c'est déjà pour les jours qui viennent. Mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.